Le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est. Il y a la scène et il y a la salle. Et tout est clos. Et vous êtes assis, rangés par rangées, les uns derrière les autres, regardant. Quoi? Que regardez-vous puisque tout est fermé? Vous regardez le rideau de la scène et ce qu'il y a derrière quand il s'ouvre. Et il apparaît sur scène quelque chose, comme si c'était vrai. C'est comme un rêve que l'on fait quand on dort. C'est ainsi que l'on vient au théâtre la nuit. Je viens du zoo. Je dis, je viens du zoo. Monsieur, je viens du zoo. Ah, pardon, c'est à moi que vous parliez? Oui, je suis allé au zoo. Et puis je suis remonté à pied jusqu'ici. C'est bien la direction du nord? Le nord? Oui, je crois. C'est la 5e avenue, ça? Mais oui, c'est la 5e avenue. Cette rue-là qui coupe à droite, qu'est-ce que c'est? Ah ben ça, c'est la 74e. Et le zoo se trouve à côté de la 75e. Donc je suis bien allé vers le nord. Oui, certainement. Ah, ce bon vieux nord. Hein. Mais ce n'est pas vraiment le nord, hein? Non, pas exactement, mais enfin, on dit le nord quand même, c'est le nord de la ville. Alors mon vieux, on a envie de se payer un cancer du poumon? Vous savez, c'est pas avec ça que... Non, bien sûr. Tout ce que vous risquez, c'est un cancer de la bouche. Et vous serez obligé de porter un machin comme Freud, là, quand on lui a enlevé la moitié de la mâchoire. Comment on appelle ça, déjà? Une prothèse maxillaire? Voilà! Une prothèse maxillaire. Vous avez de l'instruction. Vous ne seriez pas docteur? Moi? Non, pas du tout. J'ai dû lire ça dans un magazine. Dans Time Magazine, certainement. Time Magazine? C'est calé, ça? Oui. Assez, oui. Ça vous ennuie si on discute un peu? Non. Non. Il fait beau aujourd'hui. Oui. Il fait très beau. Je suis allé au zoo. Oui, ça vous me l'avez déjà dit tout à l'heure, je crois. Vous lirez ça dans les journaux demain matin. Vous verrez peut-être même à la télé, des soirs. Vous avez bien la télé? Oui, 2. Une pour les enfants. Vous êtes marié? Bien sûr. Vous savez, ce n'est pas obligatoire. Hein. Non, évidemment. Vous avez une femme? Bah, oui, évidemment. Et les enfants? Oui, 2. 2 enfants. Des garçons? Non, des filles. Mais vous auriez préféré des garçons, hein. C'est-à-dire que un homme a toujours envie d'un fils, Mais c'est la faute à pas de chance. c'est pas ce que je voulais dire. Et vous n'aurez plus d'enfants, n'est-ce pas?
Plus d'enfants. C'est votre femme? Mais... D'abord, pourquoi vous dites ça? Et puis, ça vous regarde pas, enfin. Vous comprenez? Ah, vous avez raison. On n'aura plus d'enfants. Vous voyez bien que c'est la faute à pas de chance. Certainement, oui. Bon, et à part ça? Ben, Qu'est-ce que vous disiez à propos du zoo tout à l'heure que je dirais dans le journal ou que je verrai à la télé? Je vous le dirai tout à l'heure. Ça vous ennuie si je vous pose des questions? Non, pas vraiment, non. Je vais vous expliquer. C'est que j'ai pas l'habitude de parler à grand monde, moi. Sauf pour dire... Garçon, une bière! Où sont les toilettes? À quelle heure commence le film? Ou encore... Bas les pattes, mon pote! Enfin, vous voyez le genre, quoi. À vrai dire, Et de temps en temps, j'aime bien parler à quelqu'un. Parler vraiment. Savoir ce qu'il fait, poser des questions. Faire connaissance, quoi. Et aujourd'hui, c'est moi le cobaye. Par un beau dimanche après-midi comme ça, avec du soleil et tout. Quoi de mieux qu'un bon père de famille, avec une femme, 2 filles, un chien. 2 chiens. Pas de chien. Dommage, vous avez pourtant l'air d'aimer les animaux. Un chat. Des chats. Évidemment, c'est pas tout à fait dans vos goûts. Hein. C'est votre femme et vos filles qui ont... Quoi d'autre? Eh bien, nous avons aussi 2 perruches. Une pour chacune des filles. Des oiseaux? Oui. Elles sont dans une cage, dans la chambre des enfants. Ils ne sont pas malades? Je veux dire, les perruches? Ah, non, enfin, je crois pas. Dommage. Vous pourriez les laisser échapper de leur cage, les chats les mangeraient, et ça les ferait peut-être crever. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous faites pour entretenir cette maisonnée? Eh bien, je travaille, en fait, je suis à la direction d'une petite maison d'édition. Nous éditons des manuels scolaires. C'est bien, ça a l'air super. Vous faites combien? Ah, c'est un peu, peut-être, non? Allons, entre nous. Bon, je me fais dans les 60 000 par an. Mais j'ai jamais plus de 20 $ sur moi, hein. Au cas où vous en voudriez à mon portefeuille. Où habitez-vous? Ça va, hein? J'ai pas l'intention de vous cambrioler. De kidnapper vos perruches, vos chats, ou vos filles. J'habite dans la 74e, entre la 3e avenue et Lexington. Voilà, c'est difficile. C'est pas ça, mais... Vous n'arrêtez pas de poser des questions aussi. Moi, c'est pas ce que j'appelle une conversation. Et puis, je suis d'un naturel peu communicatif, voilà. Attendre de voir l'expression sur son visage. Hein? Quel visage? Hein? Ah, c'est à propos du zoo, c'est ça? Le zoo. Oui, le zoo, votre histoire de zoo, là. Le zoo? Vous m'en avez parlé tout à l'heure. Le zoo. Le zoo. Ah oui, le zoo. Je vous l'ai dit, j'y suis allé avant de venir ici. À ce propos, où se situe la frontière entre petite et moyenne bourgeoisie? Alors là, mon cher ami... Ne me dites pas mon cher ami comme ça. Pardon, je vous ai offensé. Oui, oui, certainement.
Mais c'est que votre question sur les classes sociales, là, ça m'a pris au dépourvu. Ah, et quand vous êtes pris au dépourvu, vous prenez les gens de haut? Non, pas du tout, mais je m'exprime maladroitement parfois. Et vous savez, l'édition, c'est pas de la littérature. Hein. Et oui. À vrai dire, c'est moi qui l'ai pris de haut. Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Et quels sont vos auteurs préférés? Eh bien, à vrai dire, Baudelaire, Stephen King? Ah, ces deux-là sont excellents. Hein, c'est sûr, chacun dans son genre. Baudelaire est vraiment le meilleur. Mais enfin, Stephen King aussi a une place dans notre littérature nationale. Ça va. Pardon. Savez-vous ce que j'ai fait avant d'aller au zoo aujourd'hui? J'ai remonté à pied toute la 5e avenue, depuis Washington Square, tout du long. Vous habitez dans Greenwich Village? Pas du tout. C'est une de ces choses qu'il faut faire quelquefois. Il faut savoir faire un très long détour, parcourir ensuite, correctement, une toute petite distance. Ah, j'ai pensé que vous habitiez le village. Quoi vous jouez? Vinette? Cherchez quoi? Me faire rentrer dans vos petites cases bien commodes? Eh bien, je vais vous aider, hein, c'est pas difficile. J'habite dans une de ces maisons en briques rouges, dans l'Upper West Side. La chambre est minuscule. Elle donne sur cour. Elle est séparée d'une autre chambre par une cloison. La chambre qui se trouve derrière est occupée par une tentouse noire qui laisse toujours sa porte ouverte. Enfin, pas tout le temps, mais à chaque fois qu'il est en train de s'épiler les sourcils. Et c'est une opération à laquelle il s'applique avec une véritable concentration de moines bouddhistes. Cette tentouse noire a les dents pourries. C'est assez rare. Et un kimono japonais, ce qui n'est pas commun non plus. Il le met à chaque fois qu'il va aux toilettes. Au bout du couloir. Ça lui arrive assez fréquemment. Bon, il n'est pas embêtant, hein. Toute sa vie, c'est s'épiler les sourcils, se balader en kimono et aller aux toilettes. Mais pourquoi vous habitez là? J'en sais rien. Ça n'a pas l'air très agréable comme endroit. Eh non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sûr que j'ai pas les moyens d'avoir un appartement dans la 74e rue Est. Alors moi tout ce que j'ai, c'est mes vêtements, quelques affaires de toilette, un vieux réchaud, des cartes cochonnes, un jeu de 52, une tout dit bouquin, 2 cadres, sans rien dedans, et un petit coffre-fort sans serrure, dans lequel il y a... Devinez quoi? Allez, des cailloux. Ah, des cailloux. Des galets polis que j'avais ramassés sur la plage quand j'étais gosse. Et par-dessous, bien pressés là-dessous, des lettres. Des lettres pleines de pourquoi et de comment. Mais pourquoi 2 cadres vides? Qu'est-ce que je veux que je vous dise? C'est pas assez clair? J'ai rien à mettre dedans, c'est tout? Personne? Je sais pas, une petite amie ou des parents. Décidément, vous êtes un homme charmant et vous possédez une dose d'innocence absolument admirable. Il faut que je vous dise quelque chose. Mes parents, ils sont morts. Vous savez, c'est pas de la blague. Hein. Je suis encore tout retourné. Seulement, avant tout ça, c'est un vaudeville qui se perd dans la nuit des temps. Puis, je n'arrive pas à imaginer leur bobine proprement encadrée, à vrai dire. Puis il faut que je vous dise, d'ailleurs, ma chère maman a plaqué mon papa quand j'avais 10 ans et demi. Elle est partie faire un petit voyage dans l'adultère et les États du Sud. Un petit voyage qui a bien duré 1 an et demi. Donc
compagnie principalement, entre beaucoup d'autres, d'un certain monsieur par les cornes. C'est du moins ce que papa m'a raconté après être descendu là-bas pour remonter son corps. Maman avait cassé sa pipe dans un ruisseau quelque part en Alabama. Évidemment, vu son état, on n'avait plus tellement besoin d'elle là-bas. Qu'est-ce qu'ils en auraient fait? On avait appris la nouvelle entre Noël et le 1er de l'an. Vous comprenez? Alors papa a décidé de fêter le Nouvel An pendant 15 jours, sans dessouler. Puis il allait se cogner en plein dans un autobus, puis il fonçait droit dessus. Comme ça, tout a été réglé en famille, si on peut dire. Oh là là. Oh là là, quoi? Comment vous vous appelez? Votre prénom? Peter. J'avais oublié de vous demander. Jerry. Salut, Jerry. Moi, franchement, Peter, si je vous ennuie ou si je vous gêne. Non, non. C'est-à-dire que je pensais pas passer l'après-midi comme ça. Vous voulez dire que je ne suis pas du tout le genre de personne que vous pensiez rencontrer? J'attendais personne. C'est bien ce que je pensais. Maintenant, je suis ici et j'ai pas l'intention de bouger. Comme vous voudrez, mais moi je vais y aller. Alors, vous allez bien rester encore un peu. Ah non, vraiment, il faut que j'y aille. Alors, voyons. Mais enfin, mais arrêtez! Mais bon sang, arrêtez! Mais je vous dis qu'il faut que j'y aille! Va falloir qu'on mange, qu'on se mette à table! Les perruches vont préparer le dîner et les chats vont dresser le cou! Peter. Quoi? Écoutez-moi. Oui, Jerry. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé au zoo? Au zoo. Ah, le zoo, oui. Ah, justement, à propos de zoo, qu'est-ce que je vous racontais à propos des perruches et je ne sais pas quoi. Oui, c'était très drôle. Et voulez-vous, oui ou non, savoir ce qui s'est passé au zoo? Oui, bien sûr. Bien, je vais vous le dire maintenant ce qui s'est passé au zoo. Et avant, il faut que je vous dise pourquoi j'y suis allé. Je suis allé pour étudier un peu mieux la façon dont les hommes se comportent envers les animaux. Et vice-versa. Et aussi la façon dont les animaux se comportent entre eux. Évidemment, ça ne pouvait pas être bien concluant. Vu que les hommes sont séparés des animaux par des cages, et que les animaux presque toujours isolés les uns des autres. Mais bon, du moment que c'est un zoo, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre une cage avec une porte ouverte. Puis, peindre quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre. Dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire. Sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Puis, effacez un à un
tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Et puis, faire le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches. Pour l'oiseau, faire ensuite le pair de feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la fraîcheur de l'été. Et puis, attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Il ne faut pas que je vous cache que j'eus toujours la sainte horreur des vaches. Dans ma famille, c'est un tort, hélas. Le métier de toréador n'est pas notre fort. J'aimerais mieux qu'on m'injurie, qu'on me pende, qu'on m'expatrie, plutôt que de toucher un pis de ma vie. Eh bien, tant pis, c'est bien dommage. Le fils de la fermière est charmant, et on a le même âge. Et pour les amoureux, il est au grand air d'autres jeux. Des jeux que j'aime davantage. Couché dans le foin, avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux, des serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. On s'embrasse, on se trémousse. Que la vie est douce, douce. Couché dans le foin, avec le soleil pour témoin. Vous connaissez ces femmes du monde qui à 80 ans restent blondes, qui sont folles de leur corps. Pour leurs amours, il faut des décors, des tapis, des coussins en or, des tentures irisées, estompant sous leurs baisers des appâts trop usés. Eh bien, tant pis, c'est bien dommage. Quand on est vigoureuse, qu'on aime et qu'on a mon âge, tous ces décors sont superflus. Je ne fais plus l'amour en cage. Gardez, gardez vos éclairages. Couché dans le foin, avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux, des serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. On s'embrasse, on se trémousse. Que la vie est douce, douce. Couché dans le foin, avec le soleil pour témoin. Vous me regardez. Vous avez raison. J'adore ça. Vous avez vu comme je suis belle? Il faut dire que je fais tout pour ça. Je prends un soin tout particulier à sauvegarder mon apparence qui, vous l'aurez constaté, est tout simplement magnifique. Je sais, ma robe est au poil. Mien. Je suis la coqueluche des matous du quartier. Mes rivales en font une maladie. Je suis belle,
C'est comme ça. Je n'y peux rien. Ça n'a pas toujours été le cas. J'en conviens avec humilité. Le jour de mon arrivée, j'étais sale, maigre et affamée. À vous, je peux bien le dire. J'étais à bout de force et complètement désespérée. Cela faisait des jours que je marchais en quête de nourriture. Épuisée, je me suis tapie dans l'herbe mouillée et j'ai fermé les yeux. Je vivais là, c'était évident, les dernières heures de mon existence. Puis mon corps s'est soulevé. J'ai senti quelque chose le caresser. J'ai entendu un bruit de pas, une porte claquer, des odeurs agréables, de la chaleur. Oh, j'étais au paradis des chats sans doute. Je n'osais pas ouvrir les yeux. Puis, par curiosité, je l'ai fait. Couchée, j'étais installée sur un coussin hyper confortable, devant une cheminée où brûlait un super feu. Un bol de croquettes hyper appétissantes était posé à proximité. 2 humains, un mâle et une femelle, me parlaient comme si j'étais attardée. Mais quand ils se sont approchés pour me caresser, j'ai adoré qu'ils me prennent pour une chatte débile. Ils m'ont fait confiance. Et pour ça, je ronronne au quart de tour. Depuis ce jour, leur maison est mienne. C'est un accès libre et sans restriction aucune. Ils m'ont sauvé la vie. Et pour toutes les gentillesses qu'ils me prodiguent au quotidien, je les aime. Miaou. Bien, ce n'est pas que je m'ennuie, mais j'ai des activités qui m'attendent. Ce n'est pas parce que je suis devenue une chatte de bonne famille qu'il faut que je me laisse aller. Bon, allez, je vous lèche. Je vais me dégourdir les pattes. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point chercher le secours d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit: Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi,
satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même, il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi. Car on doit, selon toute justice, souhaiter que le plus coupable périsse. Sire, vous êtes trop bon roi, et vos scrupules font voir trop de délicatesse. Bien, croquer, mouton, canaille ou sotte espèce, est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tous les maux. Ainsi que tous ces gens qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances les plus abominables offenses. Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit: J'ai souvenance qu'en après des moines passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, je tondis de ce près la largeur de ma langue. Oh, je n'en avais point le droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Sa peccadille fut jugée incapendable. Rien que la mort était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez, puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Un village écoute désolé le chant d'un oiseau blessé. C'est le seul oiseau du village et c'est le seul chat du village qui l'a à moitié dévoré. L'oiseau cesse de chanter. Le chat cesse de ronronner et de se lécher le museau. Et le village fait à l'oiseau de merveilleuses funérailles. Et le chat qui est invité marche derrière le petit cercueil de paille, porté par une petite fille qui n'arrête pas de pleurer. « Si j'avais su que cela te fasse autant de mal, lui dit le chat, je l'aurais mangé tout entier. Et puis, je t'aurais raconté que je l'avais vu s'envoler, jusqu'au bout du monde, là-bas où on n'en revient jamais. Tu aurais eu moins de chagrin, simplement de la peine et des regrets. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Allô, la réception? Et bonjour, monsieur. Écoutez, j'aurais besoin des services d'une dactylo, s'il vous plaît. Oui, assez rapidement. Ah ben c'est parfait. Parfait. Chambre 122. Je vous remercie. Merci. Oui, entrez. Bonjour monsieur. Ah, bonjour mademoiselle. Installez-vous.
Je suis prête, monsieur. Bien. Vous ne mettez pas de papier? Papier? Mais pourquoi faire, monsieur? Pour taper, mademoiselle. Oh, l'essentiel, en somme. Il me semble. Cette fois, je suis prête, monsieur. Bien. Alors, mon cher Edmond. Tiens, Oui. c'est le prénom de mon père. Hein. Ah, c'est amusant ça. Et comment va-t-il? Mon père? Oh ben il va bien, merci. À bonne heure. Mon cher Edmond? Mon cher Edmond, je suis arrivé à Orléans vers 15 h et, virgule, je suis allé directement chez Maître Radet. Un point. Un point. Ma première impression n'a pas été très bonne. Ah bon? Ah non, non. Ah, Et je dois te dire que l'affaire est plus compliquée qu'il n'y paraissait. ah. Pardon? Ah, ah. Mhm. J'aurais pu te téléphoner, mais j'ai préféré t'écrire pour que tu puisses montrer ma lettre à Bergeron, À qui, monsieur? mon associé. Ah non, c'est le nom qui m'a échappé. Ah, Bergeron. Bergeron. Je dois te dire que le dernier testament qu'elle a écrit n'est pas de sa main. À la ligne confidentielle. Monsieur, vous pouvez compter sur moi, voyons. Comment ça? Vous pouvez compter sur moi. Ah mais c'est pas vous que je le disais, la confidentielle. Ça, Edmond. C'est Oh. à Edmond. Donc, à la ligne, vous tapez confidentiel, n'est-ce pas? La personne en question est peut-être encore là où tu sais, mais si Gustave demande à Suzanne de rendre les éléments que tu imagines, nous aurions entre les mains toute la matière nécessaire. Oh là là, vous croyez qu'il va comprendre, monsieur? Comment si je crois? Mais bien sûr. Ah, parce que moi, là, hein. Non, mais c'est possible, et lui comprendra. Ah, excusez-moi, monsieur. Je t'enverrai la réponse de Maître Radet aussitôt. Mais que vais-je faire jusqu'à mercredi? 2 jours, c'est bien long. J'irai bien jusqu'à Amboise, que je ne connais pas. Il paraît que le château y est une vraie merveille. Ah bon? Ah oui. Ah, si encore je connaissais quelqu'un ici. Et encore, mon cher Edmond, quand je dis quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Si encore j'étais homme à me contenter de n'importe quelle créature rencontrée au hasard. Mais non, non, non. Je la voudrais fine et charmante, avec de jolis yeux. Peut-être les cheveux châtains, les mains fines et délicates. Mais existe-t-elle? Et si elle existe, oserais-je lui demander 24 heures de sa vie? Et consentirait-elle à me faire visiter ce magnifique château d'Amboise que je ne connais pas? Et pour l'en remercier, crois-tu que je pourrais lui offrir ce petit manteau de vison aperçu cet après-midi dans une boutique près de la place de la cathédrale, en passant par la gauche, là sur la rue Gambetta? Le crois-tu, mon cher Edmond? Je pourrais téléphoner, s'il vous plaît? Ah mais certainement, mademoiselle, le téléphone est là. Attention, il est léger. Allô? La réception? Oui. Pourrais-je avoir le commissaire de police, s'il vous plaît? Oui. Oui, bonjour papa, c'est moi. Oui. Ben, figure-toi que j'ai mon patron qui m'envoie 48 heures à Amboise. Oh ben non, je peux pas refuser. Non, tu peux demander à maman qu'elle me prépare mon petit sac de voyage. Oui. Oui.
Ah, pour le manteau? Non, t'inquiète pas. J'ai ce qu'il faut. Oui. Oui, merci, papa. À tout à l'heure. Oui, mon père est commissaire de police. Oh, ben, le mien est militaire, vous savez, ça se vaut, hein. Nous en étions à ce petit magasin sur la rue Gambetta. Oui, oui, tout à fait, près de la place de la cathédrale. Ah oui. Oui. On arrête là pour la lettre, non? Oh, ben oui. Et comme formule de politesse, vous l'embrassez? Oh, ben moi, je veux bien. Ah ben, moi aussi. Candidat suivant. Candidat suivant. Suivant. Oh là là! Une seconde! Y a pas le feu, non? Bien sûr, mais il y a d'autres candidates. Enfin, dépêchez-vous, je vous en prie. Une seconde, on vous dit. On a le temps de prendre un petit remontant avant l'examen. Oui, bien sûr, mais bon, essayez-vous. Doucez quand même. Va falloir en rabattre avec moi. Pas jouer avec la gonzesse, hein? Installez-vous. Ouais. Vous êtes bien installé? Bah ça va, ça va. Sauf les genoux, là, ça me gêne, les genoux. Ah bah, c'est une petite voiture, hein? Ah ouais, mais moi j'ai des gros genoux. Ah bah, c'est ça. Alors ça me gêne, les genoux. On prendra l'autobus la prochaine Oui, fois. bah il y a intérêt, hein, parce que moi je changerai pas mes genoux, hein. Bon, première question. Ouais. Vous montez dans votre voiture. Ouais. Celle-ci ne démarre pas. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Bah, est-ce que je sais, moi? Vous auriez bien de le savoir. Vous montez dans votre voiture, elle ne démarre pas, que faites-vous? Redites-moi ça un petit peu pour voir. Enfin, vous êtes un peu dur d'oreille ou quoi? Vous montez dans votre voiture, vous mettez le contact, rien ne se passe. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben je descends. Mais enfin non, les fusibles, vous vérifiez les fusibles. Mais non, je descends et je file un grand coup de pompe dans cette saloperie de bagnole. Après, je prends ma clé molette, j'ouvre le capot et je casse le moteur en 1000 morceaux et je frappe et je cogne. Parce que je suis pas du genre à me laisser emmerder par un tas de ferraille. Ni par autre chose non plus d'ailleurs. Suis-je assez claire? Oui. Ouais. Autre question. Ouais. Vous arrivez à un carrefour. Ouais. Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben je passe. Et je me débrouille pour l'attraper avec mon aile gauche. Et je lui roule sur le buffet. Et au passage, j'ouvre ma portière. Et je lui file un grand coup de latte dans la gueule. Parce que c'est pas un flic qui va faire sa loi. Mais prenez pas tout le siège. Oh. Bien. Autre question. Ouais. Vous êtes sur une route départementale. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. J'aime pas les routes départementales. C'est plein de boue. Ça sent mauvais. Oui, mais enfin, j'entends bien, mais c'est une supposition, hein? Mais non! Vous êtes sur une route départementale. Mais non, je viens de vous dire, je mettais jamais les pieds sur les routes départementales. J'aime pas les routes départementales. Je hais les routes départementales. Rien que d'en causer, ça me donne envie de donner des coups de mandale dans la tronche de tout ce qui remue. Mais en admettant... Oui, mais je vais la farcir, la cocotte. Hein. Je vais me la farcir. Enfin, madame! Mais est-ce que je vous en pose des questions, moi? Non, pas du tout. Est-ce que je vous en pose? Absolument pas. Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites si vous faites ceci, ou qu'est-ce que vous faites si vous faites cela? Non, pas du tout. Je vous oblige, moi, à aller sur des routes départementales? Non, qu'est-ce que j'y ferais d'ailleurs, non. Mais est-ce que je vous demande pourquoi vous avez une tête d'abruti, là? Et pourquoi, quand je la remue, là, ça fait un espèce de bruit d'évier? Hein? Moi, tout ce que je vous demande, c'est si vous me donnez mon permis, oui ou non. Oui. Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité, hein? Oh!
Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais, souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Siam. Tu souriais, et moi, je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi quand même ce jour-là. N'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom. Barbara! Et tu as couru vers lui sous la pluie. Ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jetée dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sage et heureuse, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie, sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant, Barbara, mais quelle connerie la guerre! Qu'es-tu devenue maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Ah, Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant. Mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil, terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi, si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Les talons sous trop, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je plais à qui je plais, je suis comme je suis. Ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé. Comme des enfants qui s'aiment, simplement savent aimer, aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas qui elle est. Je suis entrée comme ça un jour. Il n'y avait personne. Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis restée longtemps dans cette maison. Personne n'est venu. Mais tous les jours, et tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux, je gueulais comme un âne, et ça me faisait plaisir. Et puis, je jouais avec mes pieds. C'est intelligent, les pieds.
Il vous emmène très loin lorsque vous voulez aller très loin, et lorsque vous ne voulez pas sortir, il reste là. Il vous tienne compagnie. Et quand il y a de la musique, il danse. On ne peut pas danser sans eux. Il faut être bête, comme l'homme l'est si souvent, pour dire des choses aussi bêtes que bêtes comme ses pieds, gai comme un pinceau. Le pinceau n'est pas gai. Il est seulement gai quand il est gai, triste quand il est triste, ou ni gai ni triste. Est-ce que l'on sait ce que c'est un pinceau? D'ailleurs, il ne s'appelle pas vraiment comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinceau. 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 Que c'est drôle les noms. Martin, Hugo, Victor de son prénom. Napoléon Bonaparte de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle le dromadaire. Il a un cheval course et des tiroirs de caisse. Plus loin galope un homme qui n'a que 3 prénoms. Il s'appelle Tim Tam Tom et n'a pas de grand nom. Plus loin, il y a n'importe qui. Plus loin encore, qu'il y a n'importe quoi. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire, tout ça? Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Quand tu seras entré dans ma maison, tu te déshabilleras. Tu resteras là, immobile, nu, avec ta bouche rouge, comme les piments rouges accrochés au mur blanc. Et tu te coucheras. Et je me coucherai près de toi. Voilà. Dans ma maison, qui n'est pas vraiment ma maison. Vous viendrez? Chère chérie, les mains en pleurs, je prends dans mes mains mon porte-plume et je t'écris. Pourquoi, depuis si longtemps, tu ne m'as pas écrit? Alors que, récemment, tu m'écrivais que tu m'écrirais si je n'écrivais pas. Hier, mon père lui aussi m'a écrit. Il m'écrit qu'il t'aurait écrit. Mais tu ne m'as pas écrit pour m'écrire que mon père t'avait écrit. Si tu m'avais écrit pour m'écrire que mon père t'avait écrit, j'aurais pu écrire à mon père que tu aurais voulu lui écrire, mais que, malheureusement, par manque de temps, tu ne lui as pas encore écrit. Sinon, tu lui aurais déjà écrit. Elles sont tristes, toutes ces écritures, car en réponse à aucune des lettres que tu m'as écrites, si tu ne savais pas écrire, ce serait différent. Mais tu sais écrire!
d'écrire cette lettre en espérant que tu vas enfin m'écrire. Sinon, ceci est la dernière lettre que je t'écris. Mais si tu ne m'écris pas, écris-moi au moins pourquoi tu ne m'écris pas du tout. Je saurai au moins pourquoi tu ne m'as jamais écrit. J'achève cette lettre en mettant un point final afin que tu ne continues pas à la lire. Ta bien-aimée Gertrude. La petite vieille, ratatinée, se sentit toute réjouie en voyant ce joli enfant à qui chacun faisait fête, à qui tout le monde voulait plaire. Ce joli être, si fragile, comme elle, la petite vieille, et comme elle aussi sans dents et sans cheveux. Et elle s'approcha de lui, voulant lui faire des risettes et des mines agréables. Mais l'enfant, épouvanté, se débattait sous les caresses de la bonne femme décrépite et remplissait la maison de ses glapissements. Alors, la bonne vieille se retira dans sa solitude éternelle. Et elle pleurait dans un coin, se disant « Ah, ah, pour nous, malheureuse vieille femelle, là j'ai passé de plaire, même aux innocents. Et nous faisons horreur aux petits enfants que nous voulons aimer. » Myope comme une taupe, serré comme des sardines, rusé comme un renard. Les termes du langage animal ne se retrouvent pas que dans les fables de La Fontaine. Ils sont partout. La preuve, que vous soyez fier comme un coq, fort comme un ours, malin comme un singe, têtu comme un âne, ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenus chèvres, pour une caille aux yeux de biche. Vous arrivez à votre premier rendez-vous, fier comme un paon, frais comme un gardon, et là, pas un chat. Vous faites le pied de grue en vous demandant si cette bécasse ne vous aurait pas posé un lapin. Il y a anguille sous roche. Pourtant,
le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rencard. Cette tête de linotte, avec qui vous êtes copain comme cochon, vous l'a certifié. Cette poule a du chien, une vraie panthère. C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais là, elle vous traite un peu comme un chien. Vous êtes prêt à gueuler comme un putois lorsque la fine mouche arrive. Allez, pour quelques minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion, est en fait aussi plate qu'une limande, myope comme une taupe. Elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine. Une vraie peau de vache, quoi. Et vous, vous êtes fait comme un rat. Vous faites des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, et vous restez muet comme une carpe. Elle essaye bien de vous sortir les vers du nez, mais vous passez du coq à l'âne pour essayer de noyer le poisson. Il vous vient le cafard. Vous avez envie de pleurer comme un veau et de verser des larmes de crocodile. Finalement, vous prenez le taureau par les cornes et vous prétendez une fièvre de cheval pour filer comme un lièvre. Oh, ce n'est pas que vous soyez une poule mouillée, mais vous ne voulez pas finir comme le dindon de la farce. Julie, Madame de Crampon. Pour être à l'heure, nous sommes à l'heure. Oui, nous aurions voulu le faire exprès. Je suis bien heureuse de vous voir. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Oh, vous savez. Ah oui, je sais. Cela va bientôt faire 1 an que ce cher Victor nous a quittés. 3 ans, Madame de Crampon. Oh, 3 ans. Voilà ce que je voulais dire. 3 ans. Comme le temps passe vite. Ce sont les minutes qui sont longues. Plaît-il? Ce sont les minutes qui sont longues. Ah oui, bien sûr. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Ce cher Victor. Oh. Il vous aimait bien, Madame de Crampon, avant qu'il ne tombât muet. Mon Dieu. Il me parlait souvent de vous. Mon Dieu. Mais quelle idée a-t-il eu de tomber muet? La paralysie, Madame de Crampon. La paralysie. Cela a commencé du côté droit. Le côté du foie. Plaît-il? À gauche, c'est le côté du cœur. À droite, le côté du foie. Peut-être. Remarquez, j'aurais dû me méfier bien avant sa première crise. Si l'on savait. Nos rapports s'espaçaient de plus en plus. Ah oui? Racontez-moi ça. Ceci, entre nous, Madame de Crampon. Oh, Julie, vous connaissez ma discrétion. Alors, vous me laissiez entendre que vos rapports... Mon mari était ce que l'on peut appeler un chaud lapin. Un chaud lapin? Oh! J'adore cette expression. Trop chaud même. Je le soupçonne d'avoir incendié tout le combustible qui se trouvait dans son entourage. Oh! Oh! Le nombre de secrétaires et de dactylos qui montèrent en grade dans son service. Oh non, ce n'est pas possible. Oh! Oh!
Ne croyez pas que je veuille charger ce pauvre cher Victor. Je lui procurerais volontiers, mais toutes les femmes de l'univers, si cela pouvait le faire jaillir de son tombeau. Vous iriez jusque-là? Encore plus loin, Madame de Crampon. Encore plus loin. La passion ne s'arrête pas des petits détails. Le tort que j'avais de son vivant était précisément de m'y arrêter. Quand je pense à la crémière. Parce que la crémière aussi? Tous ces fromages blancs en pleine figure. Oh, Victor, je te demande pardon. Oh, voyons, ma petite Julie, je vous en prie, asseyez-vous, voyons, si l'on nous voyait. Oh. Excusez-moi, la douleur m'égare. Oh, si je comprends bien, Victor, vous négligez. Moi? Mais pas du tout. Eh bien... Mais comme je vous l'expliquais précédemment, bien avant sa paralysie, il me laissait parfois 10 jours, 12 jours, 13 jours, sans... Oui. D'abord, je m'étais accusée. Julie, tu es trop froide. Julie, tu n'atteins pas les sommets de ton Victor. Julie, tu manques de souffle. Il était très exigeant. Exigeant? Oui et non. Raffiné surtout. Raffiné. Mais, pour en revenir à ce qui nous occupe, après m'être rendu compte que j'exagérais mon incurie dans ce domaine, que ma froideur pouvait nourrir des feux redoutables, d'autres anguilles sont sous roche, pensais-je. Un soir, qu'il était rentré plus tard que de coutume, j'allais le trouver dans la salle de bain, je fermai la porte à clé et je lui dis: Victor, j'en ai assez. Choisis, c'est moi ou Barnabé. Barnabé? Oui, Barnabé, le nouveau comptable. Parce que Victor, monsieur Badouin? Oh, évidemment. C'était un très beau garçon, les yeux surtout. Jamais on n'aurait soupçonné que ces yeux-là pouvaient manger des chiffres du matin jusqu'au soir. C'est peut-être cela qui lui donnait cette pureté, cette sorte d'éclat mathématique. Ma petite Julie, vous ne vous sentez pas souffrante? Je vous ennuie avec mes histoires? M'ennuyer? Oh, mais pas du tout, pas du tout. Mais que répondit Victor lorsque vous lui parlâtes de Barnabé? Rien. C'est à partir de ce moment-là qu'il tomba muet. Déjà, l'horrible maladie rongeait sa moelle de chef de bureau. Et moi, je l'accusais, ce cher esthète. Je l'accablais. Je versais dans la mesquinerie, dans des petites questions, de petits points de vue. Victor, je te demande pardon. Oh, ma petite Julie, je vous en prie, je vous en prie. Oh. Excusez-moi, le remords me tue. Pauvre cher ange, pauvre tulipe noire. Comme vous êtes bonne, Madame de Crampon. Julie, mais voyons, je ne suis pas Victor. On dit ça. Oh, mais un peu de dignité, voyons, redressez-vous. Chaque fois que je rencontre un ou une amie de Victor, c'est un peu de lui que je retrouve. Il y a du Victor en vous, Madame de Crampon. Écoutez, mon enfant, moi aussi j'ai été veuve. Je veux dire, j'ai connu bien des épreuves au cours de mon existence. Mais je n'en suis pas morte. Vous en mourrez, Madame de Crampon. Croyez-moi, vous en mourrez. Mais vous, Julie, vous êtes encore jeune. La terre continue de tourner. Les feuilles de grimper aux arbres. L'océan joue du biniou. Les petites filles sautent à la corde. Les oiseaux cuitent. La France! Ah, les oiseaux! Victor aimait tellement les oiseaux. Madame de Crampon, donnez-moi votre chapeau. Mon chapeau?
Où est votre chapeau? Qui est plus qu'un chapeau, c'est un ramage, Madame de Crampon. Un ramage. Je vous en prie. Mais vous n'y songez pas. Vous voudriez que je reparte tête nue? Je vous donnerai le mien si cela peut vous faire plaisir. Mais je n'ai pas besoin qu'on me fasse plaisir. Chaque chose à sa place. Il aimait tellement les oiseaux, Victor. La première fois qu'il viola une petite fille, je lui demandai, très doucement, pour ne pas le froisser, « Victor, pourquoi as-tu fait cela ?» Vous savez ce qu'il m'a répondu? « Ma foi, non !» Parce qu'elle ressemblait à un petit oiseau. C'était un poète, mon Victor. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Un homme si ponctuel, si bien élevé. Oh non, oh non, ce n'est pas possible, mon Dieu, mon Dieu. Cher grande amie, Victor me commande votre chapeau. Plumé ou déplumé, je l'obtiendrai. Tenez, puisque cela peut faire votre bonheur. Comment osez-vous me parler de bonheur? Oh, les beaux oiseaux, les gracieux volatiles. Oh, ma petite Julie, vous n'êtes pas dans votre état normal. Parce que vous, Madame de Crampon, croyez dans un état normal? Oh, si quelqu'un pouvait passer. Comment? Je veux dire, évidemment, on ne sait jamais. Un tien vaut mieux que Dieu tu l'auras. Pierre qui mousse la palpamousse. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, non, ce n'est pas possible. Ah. Oh, parlez-moi encore de ce cher Victor. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'enterrement de votre grand-mère. Vous vous souvenez de l'enterrement de votre grand-mère? C'était le bon temps. Oui, je m'en souviens. C'est lui qui l'a tué. Remarquez, à partir d'un certain âge, il est indécent de ne pas mourir. Non seulement indécent, mais immoral. Très juste. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Je crains qu'il ne se fasse tard. On bavarde et les heures tournent. Ma grand-mère, tous les vieillards adoraient les confitures. La gelée de groseille surtout. La gelée de groseille. Elle aurait vendu son âme pour un seul pot. Un dimanche d'avril, nous étions en famille lorsque nous remarquâmes que Victor s'était penché à son oreille en lui glissant quelques mots dans le tuyau. 10 minutes plus tard, l'heure de place était vide. Mon cœur me lâche. Je sens que mon cœur me lâche. Mais où pouvait-il être? Ah oui, où pouvait-il être? Dans la cave. Victor l'avait coincée entre deux pots de confiture, après avoir abusé d'elle. Lorsque nous arrivâmes trop tard, elle était morte. Morte? Comme quoi, la gourmandise est toujours punie. Naturellement, Motus, chacun fit comme s'il n'avait rien vu. Dans notre famille, nous sommes très chatouilleux sur l'honneur. Vous savez que Victor avait la rosette? Eh bien, Madame de Crampon, que se passe-t-il? De l'air. De l'air. Allons, Madame de Crampon, vous n'allez pas partir. Je voudrais bien. De l'air. De l'air. Ouvrez les fenêtres. Ouvrez les fenêtres. Mais enfin, Madame de Crampon, c'est moi qui suis veuve. Ce n'est pas vous. Ouvrez les fenêtres. Ouvrez les fenêtres. Laissez entrer les oiseaux. C'est votre chapeau que vous voulez tenir. Je vous le rends. Quand je pense que j'ai couché avec ce monstre.
ce monde. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Un homme si ponctuel. Victor, oh mon Victor, dis-moi que ce n'est pas vrai. Mon Victor? J'ai compris. Ça devait se passer entre le 31 mars et la mi-juillet. Je lui demandais, et toi, mon grand, que fais-tu en ce moment? Il me répondait avec cette fine lueur dans le regard. Il me cramponne. C'était donc ça. Aïe, Victor, pardonne. Comme j'ai dû te rendre bien malheureux pour que tu ailles chercher consolation chez cette vieille chouette. Qui parle de chouette? Victor, toi dont l'ombre couvre chaque chose. Qui est cette femme? Comme elle a l'air d'être malheureuse. Qui êtes-vous, madame? Qui suis-je? Ô cruel destin de la femme qui ne peut être qu'en n'étant pas, qui ne peut se trouver qu'en se perdant. Comment ne pas être tout en étant, alors que l'objet de ma perte n'est plus? Olé! Vous avez perdu quelque chose? Ose. Il fait semblant d'être, mais c'est faisant. Il trompe les nouvelles. Il trompe la moindre petite brindille, les moindres petites tares, les moindres petits bourgeons. Il me trompe à moi-même. Et il te trompe, toi, Victor. Pardonne. Victor! Je crois que j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Ce corps inutile n'est plus qu'une terrible vacuité, incapable d'y donner réalité à la plénitude. Veuve! Je suis veuve! Vous êtes veuve? Je me disais aussi. Je suis amputée, comme la terre le serait du ciel, comme exister. Je me sens contaminée par mon apparence. Allons, vous exagérez certainement. Oh, mon esprit vacille. Les ténèbres s'emparent de moi. Est-il vrai que les grenadiers de Napoléon allaient jusqu'en Espagne pour manger les pastèques? Qui êtes-vous, madame? Votre ami. Ah, je me disais aussi. J'ai dû vous rencontrer quelque part. Le monde est si petit. Surtout lorsqu'une douleur incommensurable l'habite. Est-il vrai, madame, que tout corps plongé de manière verticale dans l'eau subit une poussée de bas en haut pour atteindre les étoiles? C'est exact. Alors, je vais aller me noyer. Allons. Ne dites pas de bêtises. Regardez, voici 2 chaises exprès pour vous et moi. Ah. Tout chez vous laisse supposer que vous avez traversé de terribles épreuves. On ne traverse jamais les épreuves, ce sont les épreuves qui nous traversent. Ainsi que des millions de glaives dont aucun ne dit son nom. Plaît-il? Ainsi que des millions de glaives dont aucun ne dit son nom. Ainsi que des millions de glaives dont aucun ne dit son nom. Ainsi que... Oh, pardon, je deviens lyrique. Je vous pardonne. Merci.
Et que me pardonnez-vous? Des devenirs. Moi y ai été, moi je ne suis plus. Il y a très longtemps, y aimais un homme. Victor! Comment savez-vous? Vous me l'avez dit tout à l'heure. Toutes les femmes aiment un Victor, car il leur faut bien un monstre prétexte à leur propre labyrinthe. Oh, vous dites des choses fortes, madame. Ah. Oui, depuis tout à l'heure, ça m'a fait clic là-dedans. Clic? 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 Oh, vous portez un bien joli chapeau. Vous trouvez? Je vous le donne. Ah, je le mettrai dans ma volière. Plaît-il? Je le mettrai dans ma volière. Oh, comme vous êtes touchant. Peut-être, mais personne ne peut me toucher. Je ne suis qu'une apparence. Comme vous dites des belles choses. Bon, allez, comment mon chapeau? Quoi, déjà? Ben oui, les 6h15. Déjà? Ben oui, 6h15, Oh, dis 6h20. donc, aujourd'hui, les dialogues, on a été sublimes! Oh là là! C'est génial! C'est au moment, le moment que j'ai préféré, c'est le moment de la grand-mère avec l'épaule de groseille. Oh là c'était là! On reviendra demain? Ben oui, mais attends, il y a les contingences. Les contingences? Ah ben oui, les mariés à marier, la méchaine à laver, les enfants à fouetter, tout ça. On reviendra demain, on reparlera de Victor? D'accord, ok. Et moi j'amènerai mon perroquet. Oh oui, amène ton perroquet, on se fera enregistrer. Et moi, je mettrai ma robe de mariée avec mon brassard noir. Et au revoir. Et à demain. 9h.